un monde arabe en miroir aux sources de traditions inspirantes. Quelles sont ces traditions? En fait, ce sont tout l'ensemble des traditions qui vont inspirer les artistes du monde arabe afin de créer un art qui leur soit propre, une esthétique qui soit authentique. Et là, nous avons un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. Je mesure mes mots de la collection. Il s'agit du cirque populaire de Abdel Hadi Al-Ghazar, qui est un artiste égyptien. Cet artiste égyptien faisait donc partie du groupe d'art contemporain. C'était un artiste très engagé, très patriote et qui représente le cirque populaire. Et quand vous voyez donc cette œuvre absolument rare, car il est mort précocement, vous pouvez voir toutes les croyances populaires donc qu'il a montrées et qui étaient vivantes dans sa ville du Caire. J'aime beaucoup le personnage du chat qui observe donc ces acrobates, qui observe ce montreur de serpents, et avec un style très simplifié que l'on pourrait dire enfantin, mais pas du tout. C'est un style qui s'influence directement des fresques de l'Antiquité pharaonique et qui veut simplifier les formes pour trouver un langage formel propre à l'art égyptien et propre à Al-Ghazar. D'ailleurs, c'est un clin d'œil aussi au Maroc, puisqu'il s'agit de Brahim Alaoui, qui travailla il y a plusieurs années à Lima et qui est marocain. Et grâce à lui, nous avons pu acquérir ce chef-d'œuvre dans la collection. Donc dans cette œuvre monumentale est de l'artiste d'origine irakienne Dia Al-Azawi. Dia Al-Azawi, c'est également, c'est comme Baya, un pionnier dans l'art du monde arabe et contemporain. Un artiste irakien qui est né en 1939, qui a d'abord débuté sa carrière dans le domaine archéologique. Il a été étudiant en archéologie et a travaillé dans des fouilles. Et initialement, il a été nommé conservateur au musée archéologique de Bagdad. Puis il s'est mis à la peinture. Et donc cette œuvre qui témoigne en fait de son œuvre picturale qui date des années 80, 1986, et qui s'intitule Composition, elle s'appuie en fait sur cette tradition des artistes pionniers qui ont été nourris de l'histoire de l'art occidental, et nourris de cette histoire, ils ont voulu aussi créer les fondements de l'histoire de l'art moderne et contemporain du monde arabe. Donc avec un groupe d'artistes et de lettrés irakiens, ils se sont questionnés sur l'identité arabe. Et notamment donc sur cette œuvre, on peut voir que ils ont voulu développer l'identité de l'art contemporain arabe autour du questionnement de l'alphabet et la lettre et le signe. Sur cette œuvre, on voit les lettres employées à l'alphabet, empruntées à l'alphabet arabe, qui sont composées, elles sont juxtaposées, pas pour former un mot, mais pour former une certaine composition en mêlant l'alphabet, le signe, par moments des chiffres, et également le recours aux motifs géométriques. Et ces lettres et ces motifs géométriques sont découpés dans le bois et sont rehaussés de couleurs apposées à l'acrylique. C'est donc des lettres découpées, et c'est cette juxtaposition de formes et de lettres qui sont également collées par moments surface sur surface, qui vont donner vie à la composition et montrer un mouvement ascendant ou descendant selon le regard. Et ces lettres, donc en fait, cette recherche rentre dans le questionnement autour de la hurufiyya, autour de la lettre arabe et de son importance et de sa valeur symbolique. Et ces lettres et ces formes géométriques sont rehaussées de couleurs primaires. Ces couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge et le vert, parfois rehaussés de violet, vont entrer dans la palette de Dia Azawi. Là, on est très tôt, comme je vous le disais, dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un artiste qui est encore
vivant et qui vit actuellement à Londres, il continue à avoir recours à cette palette de couleurs qui lui est très chère pour composer des abstractions encore plus fortes, des abstractions géométriques. Il s'appuie également dans cette composition sur son héritage. Et donc là, il y a des emprunts aux références mésopotamiennes antiques, puisque c'est un artiste irakien qui a étudié l'archéologie et l'histoire de l'art de l'Irak et de la Mésopotamie. On voit effectivement le lien direct avec ce patrimoine et qu'il a su marier au patrimoine de la calligraphie arabe. Ici, je vous présente une œuvre d'une artiste d'origine algérienne, Baya. Baya, donc cette artiste a choisi ce nom d'artiste Baya, mais à l'origine, elle s'appelle Fatma Haddad Mahieddine. Elle est née dans les années 30, en 1931, et elle est décédée en 1998. Et c'est une artiste qui est née à Blida et qui a eu beaucoup d'aller-retour avec la France pour des occasions d'expositions qui lui ont été dédiées, mais qui a toujours choisi de vivre en Algérie. Baya, c'est une artiste à l'exemple d'une chaïbia marocaine, une artiste qui est autodidacte et qui a commencé à travailler très très jeune, adolescente. Elle était placée avec sa grand-mère dans une famille française. Sa grand-mère travaillait chez une famille française dans un milieu artistique. Et cette jeune Baya a été remarquée par la famille française qui l'hébergeait et qui a décelé chez elle un don artistique et qui l'a encouragée à créer. Et grâce à cette rencontre, il y a eu une deuxième rencontre avec le galeriste Macht, qui a une galerie à Paris et qui a été subjugué par l'univers de Baya et qui lui a dédié une exposition à l'âge de 16 ans. Donc elle est partie à Paris pour exposer à la galerie Macht. Et la particularité de l'œuvre de Baya, c'est que dans sa vie personnelle, elle a perdu sa mère très très tôt, donc elle est devenue orpheline. Et avec cette perte, elle a développé tout un monde fantastique, de rêves qu'elle retranscrit dans son œuvre. Elle a toujours rêvé à la relation mère à enfant. Et c'est pour ça que dans son œuvre, on a la figure féminine qui est vraiment très très présente sur toutes ses gouaches. Et on le voit d'ailleurs dans cette composition sur la musique, avec ces deux femmes représentées de profil, qui ont la particularité d'avoir cet œil en amande et une longue chevelure, et ces figures sont cernées de noir. Et donc, je vous disais, Baya a eu une notoriété donc déjà en 1947 grâce à la galerie Macht, et jusqu'à 1998, date de son décès, elle continuait de produire. Elle a une œuvre très très prolifique. Donc dans son œuvre où elle met à l'honneur la figure féminine, elle accompagne cette figure très souvent de motifs d'oiseaux, de motifs de papillons et par moments comme on le voit ici, d'éléments de poterie qui sont issus de la tradition populaire. Et on note dans le parcours de Baya, Baya s'est mariée très tôt avec un musicien illustre, un cheikh de musique andalouse, Cheikh Mahfouz. Et donc de 1954 à 1962, elle n'a pas beaucoup peint parce qu'elle a eu des enfants et qu'elle a élevé ses enfants. Mais de ce mariage et l'influence du milieu musical, de ces ensembles de musique andalouse qui se tenaient dans leur maison, elle a été très influencée, et c'est là que l'instrument de musique, le oud, est entré aussi dans ses compositions. Et là, on est dans une œuvre des années 70, et c'est à partir des années 70 que les instruments ont
ont été un élément des composants de son œuvre picturale. Et là, ce qui est notable, ce sont les coloris, ces différents bleus, ces motifs cernés de noir, et on a d'autres compositions. Il y a aussi le rose, qui sont les couleurs clés de Baya, avec les verts et les variations de vert. Et voilà, donc Baya nous présente un monde vraiment merveilleux, onirique. C'est pas une lamentation sur la mer perdue, mais plutôt un rêve fantasmé et beaucoup de joie, et malgré la dureté de sa vie et de son parcours.